pas dire bon dia, c'est beaucoup. On dirait qu'il n'y a pas eu de feu ici. Contre des points sensibles du territoire et de la Crimée occupée. En quelques jours, Moscou a vu une usine liée à la production de composants pour missiles être touchée à Voronej. Des réservoirs de pétrole ont pris feu à Kherson, des structures du port de Kavkaz ont été attaquées, le centre de communication spatiale de Dubna a été pris pour cible, ainsi que des aéroports de la capitale russe. Ce n'est pas à cause de la nouvelle vague de drones. La défense russe semble limiter les dégâts, essayant de protéger Moscou, de colmater les brèches en Crimée et de cacher la vulnérabilité d'une machine militaire qui se vantait de sa puissance. Mais maintenant, elle fait face à une pression intérieure. Poutine a accusé Kiev de tenter de déstabiliser la société russe. Mais le fait est que la guerre qu'il a lui-même poussée en Ukraine est revenue en Russie sous forme de peur, de retard, de feu et d'un silence gênant. Qu'est-ce que l'Ukraine a touché? Comment la Russie est-elle devenue aussi exposée? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Si vous aimez ce genre de contenu direct et sans détour, pensez à vous abonner car ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. La cible, indiquée par des sources ukrainiennes, était une usine d'électronique utilisée pour la production de composants pour les missiles russes, y compris des systèmes liés à des armements comme Iskander et Kh-101. L'attaque a eu lieu avec des missiles de précision lancés depuis les airs. C'est ce qu'affirme la version publiée par l'état-major ukrainien. C'est là que la pression ukrainienne devient plus évidente. Kiev essaie d'attaquer non seulement les soldats sur la ligne de front, mais aussi la machine qui alimente la guerre de Poutine. Après cela, les images de Kerch ont renforcé l'importance du moment. Des réservoirs de pétrole ont été vus en flammes dans la région de Crimée occupée, près d'une zone stratégique pour le transport de carburant et de fournitures. Des rapports de surveillance ont indiqué que plusieurs réservoirs ont été touchés, certaines versions faisant état d'un incendie dans 4 à 5 des 7 réservoirs du terminal. Kerch a une importance énorme car elle se trouve près du pont qui relie la Russie à la Crimée. La région sert de corridor d'approvisionnement pour la péninsule occupée et pour les opérations russes dans le sud de l'Ukraine. Le port de Kavkaz est également devenu une cible. La structure se trouve de l'autre côté du détroit de Kerch, dans la région de Krasnodar, et elle est utilisée pour les liaisons maritimes avec la Crimée. Des publications et des rapports sur l'attaque ont signalé des incendies dans des zones liées au stockage de carburant et à l'infrastructure portuaire. Des informations ont aussi circulé sur des ferries et structures servant au transport de marchandises. Cela touche une partie fondamentale de l'effort russe, acheminer des munitions, du carburant, des véhicules et des fournitures vers une zone occupée qui dépend de routes vulnérables. La pression sur la Crimée est devenue encore plus évidente lorsque les autorités pro-Moscou ont signalé qu'un pont ferroviaire au-dessus du canal de Crimée du Nord, près de Rostov, avait aussi été frappé par l'Ukraine. L'opération a été présentée par Kiev comme faisant partie d'une tentative d'isoler la péninsule occupée et de compliquer les déplacements russes dans le sud. Le pont était considéré comme une route logistique précieuse pour approvisionner les forces russes. Après la première attaque, une nouvelle action aurait touché des équipements servant à réparer la structure. Le message était simple. En pratique, Moscou essaie de réparer, Kiev continue de faire pression. Alors que la Crimée brûlait à des points stratégiques, la région de Moscou a également ressenti l'impact. Le centre de communication spatiale de Dubna a été touché, selon l'état-major ukrainien. L'agence russe TASS a affirmé que le site a subi une attaque massive de drones, mais a déclaré que les transmissions et les communications n'ont pas été affectées et qu'aucun employé n'a été blessé. Malgré cela, le symbolisme est fort. Dubna se trouve dans la région de Moscou et est liée à l'infrastructure de communication par satellite de la Russie. Lorsqu'une cible de ce type s'ajoute à la liste, le sentiment d'être à l'abri grâce à la distance disparaît. Moscou a également connu des perturbations dans les aéroports. Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo et Joukovski ont même temporairement suspendu les vols pendant la vague de drones. Le maire Sergueï Sobyanin a déclaré que les défenses aériennes avaient intercepté 84 drones visant la capitale en 24 heures. Le ministère russe de la Défense a annoncé un total de 300 drones interceptés, y compris dans les zones occupées. Même en utilisant ces chiffres pour tenter de montrer leur efficacité, le simple fait de devoir fermer les aéroports révèle l'ampleur de l'embarras.
Des vidéos et des récits faisant état de foules dans les aéroports ont accentué cette usure. Pour la population russe, la guerre s'est manifestée à travers les files d'attente, les retards, les annulations et la peur de nouvelles interruptions. Poutine tente de donner l'image d'une situation sous contrôle, mais la routine de Moscou a été affectée. Poutine a réagi en disant que l'Ukraine attaque les infrastructures civiles pour déstabiliser la société russe. Cette déclaration montre que le Kremlin a compris l'effet psychologique de la campagne ukrainienne. L'accusation tente de transformer la Russie en victime, mais laisse échapper un point important. Les attaques ébranlent la confiance dans son ensemble. Volodymyr Zelensky a également durci le ton contre la Biélorussie. Il a exigé que Minsk retire les stations de relais qui, selon Kiev, aident les drones russes à opérer contre les régions ukrainiennes. Zelensky a donné un délai et a affirmé que la Biélorussie a encore le temps de démonter les équipements. Le Kremlin a réagi en qualifiant cette exigence d'agressive et a promis de discuter du cas avec Alexandre Loukachenko. La tension montre que le soutien indirect à la machine russe peut également devenir une cible politique et militaire de l'Ukraine. La Biélorussie affirme ne pas vouloir participer directement à la guerre, mais son passé pèse. C'est par le territoire biélorusse que les troupes russes ont avancé au début de l'invasion de 2022. Maintenant, lorsque Kiev parle de stations relais et d'usines qui aident de Moscou, le message vise la structure de soutien qui permet à la Russie de survivre. Zelensky a affirmé que l'approvisionnement en essence du Bélarus vers la Russie a été multiplié par 13 entre janvier et mai par rapport à la même période précédente, tandis que celui du diesel aurait triplé. Ce type de flux aide Moscou à s'adapter aux attaques contre les raffineries et les terminaux. C'est pourquoi l'Ukraine essaie de combler les failles. Si le carburant continue d'arriver par une autre route, la pression doit également s'exercer sur cette route. L'Ukraine mise également de plus en plus sur des drones produits sur son propre territoire. Les autorités ukrainiennes affirment que l'écrasante majorité des équipements utilisés par les forces armées est déjà de fabrication nationale. Cette capacité a changé la donne car elle permet des attaques fréquentes, à moindre coût et avec une portée de plus en plus grande. Au lieu de compter uniquement sur les armements étrangers, Kiev a mené une guerre d'usure avec sa propre technologie, du renseignement et des cibles sélectionnées. La Russie continue de riposter par des attaques contre les villes ukrainiennes. Le 22 juin, les autorités ukrainiennes ont signalé des morts et des blessés dans des régions comme Soumy, Zaporizhia et Odessa. Cette partie ne peut pas être ignorée, car elle explique pourquoi Kiev maintient la campagne contre l'infrastructure russe. L'Ukraine tente de réduire la capacité de Moscou à continuer de bombarder le territoire ukrainien. La logique est de frapper la source de l'attaque, pas seulement de défendre le ciel après que les drones et missiles ont déjà été lancés. Mikhail Fedorov, ministre ukrainien chargé de la technologie et de la défense numérique, avait déjà évoqué l'idée d'isoler la Crimée avec des drones. Cette phrase résume bien la situation actuelle. L'Ukraine n'a pas besoin de contrôler la péninsule pour avoir un impact immédiat. Elle doit rendre l'occupation coûteuse, instable et difficile à gérer. Et les images d'incendie à Kerch, les problèmes de carburant et les restrictions imposées par les autorités locales montrent que cette pression est déjà présente sur le terrain. Moscou tente de renforcer la capitale avec des défenses aériennes et de protéger les points sensibles. Mais cela met aussi en évidence un autre problème. Lorsque des systèmes doivent être déplacés pour défendre des bâtiments, des raffineries et des zones urbaines, d'autres points deviennent plus vulnérables. La Russie doit alors choisir ce qu'elle protège en priorité. Et dans une guerre de drones, ce choix devient une source d'usure permanente. Vladimir Poutine a lancé l'invasion en 2022 en croyant qu'il écraserait l'Ukraine. En juin 2026, la situation qui se présente est tout autre. L'Ukraine tient toujours debout, la Crimée occupée ressent la pression, Moscou ferme ses aéroports et l'arrière russe ne parvient plus à dormir avec la même tranquillité. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour, au plus près de la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.